Ne partez pas, c'est mon anniversaire, supplia Marguerite Beaumont, PDG milliardaire de 38 ans, agrippant la manche de Lucas Moreau, électricien et père célibataire de 36 ans qui venait de réparer le système électrique de son penthouse parisien. Dans ce salon de luxe éclairé par les bougies d'un gâteau intact, cette femme qui dirigeait un empire de 2 milliards d'euros découvrait qu'elle était complètement seule le jour de ses 38 ans. Lucas avait amené sa fille Emma, 7 ans, car la babysitter était malade. Cette petite fille aux yeux perçants allait être témoin d'une rencontre qui changerait 3 vies à jamais. Car ce que Marguerite et Lucas ignoraient, c'est que leur destin était lié par une tragédie survenue 20 ans plus tôt, un incendie dans un hôtel de luxe qui avait coûté la vie à Sophie, la sœur adoptive de Marguerite, et indirectement à Claire, l'épouse de Lucas. Cette histoire prouve que parfois, les plus grandes rédemptions naissent des plus profondes tragédies partagées. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Le penthouse de Marguerite Beaumont surplombait Paris depuis le 45e étage de la tour Montparnasse. Baies vitrées panoramiques, mobilier design italien, œuvres d'art contemporain, tout respirait le succès et le raffinement. Mais ce soir du 15 novembre, jour de ses 38 ans, l'appartement semblait immense et vide. Marguerite se tenait devant un gâteau d'anniversaire commandé chez Ladurée. 3 étages de macarons et de ganaches, décorés avec un art parfait. 38 bougies attendaient d'être allumées. Mais pour qui? Elle avait renvoyé son personnel plus tôt dans la soirée. « Je veux passer mon anniversaire seule », avait-elle dit à Diane, sa directrice de communication. En vérité, elle avait voulu voir ce que ça faisait d'être seule par choix plutôt que par accident. Marguerite dirigeait Beaumont Industries, conglomérat de luxe spécialisé dans l'hôtellerie haut de gamme. 50 hôtels dans 15 pays, 15 000 employés, chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Elle était Forbes, invitée aux sommets économiques, consultée par les gouvernements. Mais personne n'était venu fêter son anniversaire. L'orage parisien s'intensifia. Les éclairs zébraient le ciel, le tonnerre grondait et soudain, l'électricité s'éteignit. Marguerite se retrouva dans l'obscurité totale. Le générateur de secours ne s'enclenchait pas. Le chauffage s'arrêta. Le silence remplaça le ronronnement des systèmes électroniques. Elle téléphona à Diane, qui contacta immédiatement un service de dépannage d'urgence. « Envoyez quelqu'un immédiatement. Client VIP. » Lucas Moreau prit l'appel parce qu'il avait besoin d'argent. Emma devait passer des tests médicaux la semaine suivante. Rien de grave, mais la mutuelle ne couvrait pas tout. La babysitter avait annulé au dernier moment, ses propres enfants malades. Lucas fit ce qu'il faisait toujours dans ces cas-là. Il emballa une couverture supplémentaire, prépara un thermos de chocolat chaud et emmena Emma avec lui. À 36 ans, Lucas avait construit une vie stable à partir des cendres d'une tragédie. Électricien freelance, spécialisé dans les systèmes haute tension, il vivait dans un petit 3 pièces à Belleville avec Emma. Appartement modeste mais propre, organisé avec la précision de quelqu'un qui sait que chaque euro compte. Sur le frigo, le calendrier scolaire d'Emma était magnétisé, dates importantes entourées au marqueur rouge. Sur le manteau de la cheminée, une seule photo. Claire, son épouse décédée, souriant dans sa robe de mariée. Emma avait 7 ans, des yeux vifs qui semblaient lire les adultes comme son père lisait les schémas électriques. Elle remarquait tout, comprenait plus qu'elle n'aurait dû. Quand les autres enfants parlaient de leur maman, Emma disait simplement, sans apitoiement, « Maman est au ciel ». Elle ne se souvenait pas vraiment de Claire, pas sa voix, pas son rire, pas la façon dont elle tressait les cheveux. Mais elle comprenait la forme de l'absence. La façon dont papa serrait les dents quand arrivait la fête des mères. La façon dont il gardait cette photo, mais n'en parlait jamais, sauf si Emma posait des questions. La plus grande peur de Lucas n'était pas la pauvreté. C'était l'enchevêtrement. Les riches, les puissants, vivaient dans un monde où rien ne venait sans contrepartie, où les faveurs devenaient des laisses, où la gentillesse était toujours transactionnelle. Il avait appris ça, à ses dépens. Dans sa trousse d'outils, sous le multimètre et les pinces coupantes, Lucas gardait un vieux badge d'accès plastifié, décoloré.
le genre donné aux ingénieurs, pas aux électriciens. Il ne le montrait à personne. C'était juste un rappel de qui il était avant la nuit où tout avait brûlé. Claire était morte dans ce que la police avait appelé un accident. Série de défaillances d'équipements. Câblage défaillant dans leur immeuble, monoxyde de carbone d'une chaudière défectueuse. C'était arrivé pendant les mois où Lucas se battait pour laver son nom, quand il était trop absorbé par les batailles juridiques pour remarquer les dangers qui se refermaient sur son propre foyer. Il ne se l'était jamais pardonné. Il croyait au plus profond de lui que ce n'était pas aléatoire. C'était lié à l'incendie, aux gens qui avaient besoin d'un coupable, au système qui écrasait quiconque osait pointer du doigt vers le haut. Marguerite Beaumont, de son côté, vivait dans un monde que la plupart des gens n'entrevoyaient qu'à travers les magazines et les gros titres économiques. PDG de Beaumont Industries, empire si vaste que ses bénéfices trimestriels pouvaient financer de petites nations. Le public la connaissait comme Dame de glace, précision incarnée, femme qui portait le pouvoir comme un tailleur sur mesure et ne souriait jamais sur les photos. Mais la vérité était plus compliquée. Marguerite détestait les anniversaires. Chaque année, cette date la ramenait à une nuit spécifique, celle où les bougies s'étaient éteintes pour ne jamais se rallumer. Elle avait 18 ans alors, debout dans un salon d'un palace parisien, célébrant un cap qu'elle ne voulait pas. Le système électrique avait défailli. Les sprinklers ne s'étaient pas déclenchés. La fumée avait envahi les couloirs. Et quand le chaos s'était dissipé, Sophie n'était plus là. Sophie, ce prénom serrait encore la poitrine de Marguerite. Pas une sœur de sang, mais quelque chose de plus proche. Une fille qui avait grandi dans l'ombre de Marguerite, qui la regardait comme si elle accrochait la lune. Sophie avait 12 ans, les yeux brillants et rieuse jusqu'à la nuit où elle ne l'était plus. Marguerite avait bâti son empire sur les cendres de cette nuit. Elle s'était convaincue que le contrôle était l'antidote au chagrin. Que si elle maîtrisait chaque variable, chaque risque, chaque élément humain, elle ne perdrait plus jamais personne. Mais le contrôle exigeait la distance, et la distance exigeait des murs. Elle était devenue intouchable, inaccessible, milliardaire qui commandait des conseils d'administration, mais ne pouvait pas remplir une table à dîner. Le conseil d'administration de Beaumont Industries n'était pas une collection d'alliés. Le président Bertrand et la conseillère juridique Valérie tenaient des rênes que Marguerite ne pouvait voir mais sentait toujours. Ils avaient des dossiers, anciens, documents qui remontaient à ce 18e anniversaire, à l'enquête qui avait suivi, au règlement payé discrètement, pour éviter le scandale. Ils lui rappelaient, dans un langage corporatif poli, que sa position était conditionnelle, que si elle sortait des clous, les dossiers feraient surface, que l'empire qu'elle croyait commander n'était vraiment qu'une cage aux barreaux de velours. L'orage cette nuit-là était historique. Les réseaux électriques de la ville avaient cédé. Les services d'urgence étaient débordés. Marguerite avait renvoyé tout son personnel des heures plus tôt, choix délibéré. Elle avait dit à Diane qu'elle voulait un anniversaire sans performance, sans les applaudissements creux de gens payés pour s'en soucier. Elle voulait voir ce que ça faisait d'être seule exprès, au lieu d'être seule par accident. Mais quand les lumières s'éteignirent, et que le silence qu'elle avait réclamé ressembla moins à la paix qu'à un tombeau, elle commença à regretter son choix. Lucas arriva à Tours-Montparnasse à 22h30, Emma endormie sur son épaule. Le hall de marbre et d'acier était éclairé par les générateurs d'urgence, mais les étages résidentiels restaient plongés dans l'obscurité. Le concierge de nuit, habitué aux exigences des résidents fortunés, les guida vers l'ascenseur de service. 45e étage, Penthouse Beaumont. Madame est très exigeante. Lucas hocha la tête. Il connaissait le type. Riche, impatient, convaincu que l'argent pouvait tout réparer immédiatement. Emma se réveilla dans l'ascenseur, regarda autour d'elle avec curiosité. « Papa, pourquoi on monte si haut? »« Pour réparer les lumières de quelqu'un, ma puce. Elle doit avoir peur dans le noir. » Lucas sourit. Emma avait cette capacité d'empathie qui le surprenait toujours.
La porte du penthouse s'ouvrit sur une femme élégante tenant une bougie. Marguerite Beaumont était plus petite qu'il ne l'avait imaginé d'après les photos des journaux. Cheveux châtains, tirés en chignon strict, tailleur noir impeccable malgré la panne, expression contrôlée mais fatiguée. Monsieur Moreau, Lucas Moreau. Il désigna Emma qui se cachait derrière ses jambes. Ma fille Emma. Désolé, problème de garde. Marguerite regarda l'enfant. Quelque chose bougea dans son expression. Surprise, puis une tendresse inattendue. Pas de problème. Entrez. L'appartement était impressionnant, même dans la pénombre. Marguerite les guida vers le tableau électrique, expliquant la situation d'une voix professionnelle. Lucas examina les systèmes avec une précision qui ne correspondait pas à son titre d'électricien. Il ne se contentait pas de reconnecter des fils. Il diagnostiquait comme un ingénieur, vérifiant la répartition de charges, inspectant le commutateur de transfert, testant les condensateurs. Il évoluait dans les circuits comme quelqu'un qui comprenait non seulement comment les choses fonctionnaient, mais pourquoi elles tombaient en panne. Marguerite l'observait depuis l'embrasure, fascinée. La plupart des gens tremblaient en sa présence, butaient sur les mots, essayaient trop fort d'impressionner. Lucas ne lui accordait même pas un regard. Il était concentré, méthodique, peu impressionné par les sols de marbre et le mobilier de designer. Pour lui, ce n'était qu'un autre boulot, un autre système cassé à réparer. Emma s'était installée dans le couloir, sac à dos sur les genoux, petite et patiente d'une façon qui brisait le cœur de Marguerite. À travers l'entrebâillement de la porte, elle pouvait voir le gâteau d'anniversaire, grand et intact, bougie non allumée, posé sur le comptoir de marbre comme un monument au néant. Marguerite vit l'enfant d'abord. Elle faisait les 100 pas, essayant d'ignorer le silence quand elle croisa le regard d'Emma. La petite ne détourna pas les yeux. Elle fixa, curieuse et sans peur, et quelque chose craqua dans la poitrine de Marguerite. Ses yeux, cette expression, c'était Sophie recommencer. « Tu t'appelles comment ?» demanda Marguerite en s'agenouillant. « Emma. Et vous, vous êtes la dame du gâteau ?» Marguerite sourit malgré elle. « La dame du gâteau ?» Papa dit qu'on vient réparer les lumières de quelqu'un, et j'ai vu le gros gâteau là-bas avec plein de bougies pas allumées. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Emma pencha la tête, sérieuse. Pourquoi vous êtes toute seule pour votre anniversaire? Question directe, enfantine, qui alla droit au cœur. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Papa dit qu'il faut être gentil avec les gens pour avoir des amis. Et je ne suis pas gentille? Emma réfléchit, étudiant le visage de Marguerite avec cette intensité propre aux enfants. Vous n'êtes pas méchante, mais vous avez l'air triste. Les gens tristes font peur aux autres parfois. Lucas réapparut, essuyant ses mains sur un chiffon. Système réparé. Le générateur s'était déconnecté du tableau principal. Problème simple, mais fallait savoir où chercher. Il actionna l'interrupteur. Les lumières se rallumèrent, l'appartement retrouva vie. L'horloge numérique indiquait 00h15. Officiellement, ce n'était plus l'anniversaire de Marguerite. Elle fixa le gâteau, les chaises vides, les baies vitrées qui reflétaient une femme seule dans un palais conçu pour les foules. Le masque qu'elle portait si soigneusement, celui qui faisait reculer les membres du conseil et les concurrents, glissa juste un moment. Lucas ramassa sa trousse, vérifia qu'Emma avait toutes ses affaires, se dirigea vers la porte. C'est alors que Marguerite bougea. Pas avec la grâce calculée qu'elle utilisait en affaires, mais avec quelque chose de brut et de désespéré. Elle traversa la pièce en 3 pas et saisit sa manche, doigt serré comme quelqu'un s'accrochant à un rebord. Ne partez pas. Lucas s'arrêta, la regarda. Vraiment regarda, peut-être pour la première fois. Sa voix se brisa. C'est mon anniversaire. Vous êtes les seuls qui êtes venus. Restez avec moi, s'il vous plaît. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas de la manipulation. C'était le son de quelqu'un qui avait épuisé toutes les façons de prétendre aller bien. Emma tira sur le pantalon de son père. « Papa, on peut rester? Elle a l'air vraiment triste. »
Lucas regarda cette femme puissante, cette milliardaire qui dirigeait un empire, réduite à supplier un électricien de ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire. Il vit quelque chose dans ses yeux qu'il reconnaissait. La même solitude qui l'habitait depuis la mort de Claire. La même impression d'être entouré de gens, mais fondamentalement seul. « D'accord, dit-il doucement, on reste. » Emma applaudit et courut vers le gâteau. « On peut allumer les bougies maintenant? » Marguerite hocha la tête, incapable de parler. Ils allumèrent les 38 bougies ensemble. Emma insista pour que Marguerite fasse un vœu. Lucas découpa le gâteau avec la précision qu'il appliquait à tout. Ils mangèrent en silence d'abord, puis Emma commença à babiller sur l'école, ses dessins, son livre préféré. Marguerite écoutait, vraiment écoutait, pour la première fois depuis des années, une conversation sans agenda caché. « Vous avez des enfants? » demanda Emma. « Non. »« Vous voulez en avoir? » Lucas intervint gentiment. « Emma, ça ne nous regarde pas. »« C'est pas grave, » dit Marguerite. « J'avais une petite sœur adoptive autrefois, Sophie, elle avait ton âge. »« Où elle est maintenant? » Silence, lourd, douloureux. « Elle est au ciel, comme ta maman. » Emma hocha la tête avec le sérieux des enfants qui comprennent la perte sans en mesurer toute l'ampleur. « Elle vous manque. » Tous les jours. Papa dit que maman me regarde d'en haut et qu'elle est fière de moi, peut-être que votre sœur aussi. Marguerite sentit les larmes monter. Cette petite fille, avec sa sagesse simple et son cœur ouvert, venait de lui offrir un réconfort que des années de thérapie n'avaient pas réussi à apporter. Quand Emma s'endormit sur le canapé, Lucas et Marguerite restèrent à table, gâteau à moitié entamé entre eux. « Merci, dit Marguerite, pour être restée. Je ne me souvenais plus de ce que ça faisait d'avoir de la compagnie sans obligation. Tout le monde mérite de ne pas être seul le jour de son anniversaire. » Ils se regardèrent à travers la table, deux personnes que tout opposait, mais que la solitude avait momentanément réunies. Ni l'un ni l'autre ne savaient que dans quelques heures, les conséquences de cette nuit auraient déjà commencé. Le lendemain matin, les répercussions avaient déjà commencé. Alain, chef de la sécurité de Marguerite, examina les enregistrements de surveillance du hall. Les caméras avaient capturé Marguerite se tenant près de Lucas, sa main sur son bras, l'angle juste assez ambigu pour suggérer une intimité qui n'existait pas. Peu importait que rien ne se soit passé. L'optique était dommageable. Julien, le journaliste d'investigation spécialisé dans les scandales de l'élite financière, reçut un tuyau anonyme. PDG puissante passe la nuit avec électricien de la classe ouvrière. Le message incluait les horodatages, l'adresse de l'immeuble et une image floue tirée de la surveillance. Les empreintes de Corentin étaient partout, bien que personne ne puisse le prouver. Corentin Dubois était le rival milliardaire qui tournait autour de Beaumont Industries comme un requin sentant le sang. Il voulait l'entreprise non pour sa valeur, mais pour la satisfaction de la prendre à Marguerite. Diane était livide. Si ça atteint la presse, l'action va s'effondrer. Les actionnaires vont exiger des réponses. Il faut contrôler le récit. Elle ordonna à Alain d'identifier Lucas, de faire une vérification de ses antécédents et de gérer ça discrètement. Traduction. Trouver un levier. Appliquer la pression. Faire disparaître le problème. Bertrand et Valérie convoquèrent une réunion d'urgence. Ils voyaient une opportunité là où Diane voyait une crise. Lucas était une faiblesse, une faille dans l'armure de Marguerite. S'il pouvait l'utiliser comme arme, il pourrait forcer sa compliance sur la fusion à venir, celle qu'elle résistait depuis des mois. Lucas rentra chez lui ce matin-là en se sentant mal à l'aise. Emma, inconsciente de la tension, bavardait sur la dame du gâteau triste pendant tout le petit déjeuner. Elle ne comprenait pas pourquoi son père semblait si distrait, pourquoi il vérifiait son téléphone sans arrêt, pourquoi il lui dit de ne mentionner le penthouse à personne à l'école. Lucas se rappela sa règle cardinale. Ne pas s'impliquer dans les problèmes des riches, ne pas laisser leur chaos contaminer la vie d'Emma.
Restez petit, restez sûr, restez invisible. Quand un coursier arriva cet après-midi-là avec une enveloppe, Lucas faillit ne pas l'ouvrir. À l'intérieur, un mot de remerciement manuscrit sur du papier à lettres chères et un chèque de 5 000 €. 5 000 €. Il fisa le chèque longtemps, puis il écrivit un seul mot sur un morceau de papier de cahier, le scella dans une enveloppe et le renvoya. Non. Marguerite reçut le refus dans son bureau. Elle préparait une réunion du conseil, passait en revue des projections, se fortifiait pour un autre round de jeu de pouvoir passif-agressif. Quand son assistante lui tendit la réponse de Lucas, elle s'arrêta. Personne ne lui disait non. Pas comme ça. Pas sans explication ni négociation. Juste un refus plat, sans fioriture. Pour la première fois en années, Marguerite sentit quelque chose d'autre que le contrôle ou le vide. Elle sentit la curiosité. Au cours de la semaine suivante, Marguerite fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis une décennie. Elle quitta la tour. Pas de chauffeur, pas d'équipe de sécurité. Juste une voiture d'emprunt et des directions vers l'adresse de Lucas. Elle portait un jean et une veste simple, le genre de tenue anonyme qui la rendait invisible. Elle trouva facilement l'immeuble. Petit, propre, fatigué d'une façon qui venait de l'âge, pas de la négligence. Elle regarda par la fenêtre du hall Lucas aidant Emma avec ses devoirs à une table de cuisine. La lumière au-dessus d'eux clignotait légèrement, le genre de clignotement qu'il réparerait probablement dès qu'il aurait le temps. Le rire d'Emma traversa la vitre. Lucas sourit, expression détendue et sincère, qui transforma tout son visage. Marguerite réalisa, debout là dans le froid, qu'elle ne savait plus à quoi ressemblait le vrai. Tout dans son monde était performance. Mais ça, ce petit moment d'un père et de sa fille, naviguant ensemble les fractions, c'était réel. Elle frappa. Lucas ouvrit la porte, la vit, et son expression passa de la surprise à la lassitude. « Je voulais vous remercier correctement, » dit Marguerite. « Pas avec de l'argent, juste vous remercier. » Emma passa la tête autour de la jambe de son père, yeux brillants. « C'est la dame du gâteau. » Marguerite offrit un compromis. Un contrat légitime, pas de la charité. Beaumont Industries dirigeait une fondation caritative qui avait besoin d'entretien des installations, travaux électriques, inspection de sécurité. Le salaire était juste, les termes clairs, tout documenté et professionnel. Lucas hésita. Il ne faisait pas confiance. Mais Emma avait besoin de stabilité. Les coûts de l'école grimpaient. Le câblage de l'appartement était dépassé, potentiellement dangereux. Il pouvait continuer à dire non par fierté ou dire oui pour l'avenir de sa fille. Il accepta à une condition, tout par écrit, pas de faveur, pas d'accords en coulisses, pas de ficelles. Marguerite hocha la tête. Marché conclu. Ce soir-là, Emma fabriqua quelque chose dans sa chambre. Elle émergea une heure plus tard avec une carte d'anniversaire artisanale. Papier de construction plié avec des dessins au crayon de bougie et des lettres de guingois qui épelaient « Joyeux anniversaire en retard ». Elle la tendit à Marguerite avec la solennité de quelqu'un présentant un joyau de couronne. « C'est pour vous, parce que tout le monde devrait avoir au moins une carte pour son anniversaire. » Marguerite la prit, sa main trembla. C'était le premier vrai cadeau qu'elle recevait depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se rappeler. Pas des fleurs corporatives ou des paniers de vin stratégiques, mais quelque chose fait avec attention, avec soin, avec l'hypothèse qu'elle comptait. Elle regarda Lucas. Il observait sa fille, fierté et protection écrites sur son visage. Pour un moment, Marguerite comprit ce qu'elle avait raté. Pas le pouvoir, pas le contrôle, juste cette connexion qui n'exigeait pas de contrat ou de caméra ou d'image soigneusement gérée. Mais le monde dans lequel vivait Marguerite ne permettait pas les choses simples. Corentin accéléra son plan. Si une rumeur ne pouvait détruire la crédibilité de Marguerite, peut-être qu'un crime le pourrait. Il orchestra une panne électrique dans l'une des installations clés de Beaumont Industries, un centre de distribution qui approvisionnait les hôpitaux en équipement médical dans 3 départements.
Le sabotage était sophistiqué, conçu pour ressembler à de la négligence, et la signature technique correspondait à la méthodologie de réparation de Lucas. Diane faisait face à une pression montante du conseil et de la presse. Les actionnaires étaient nerveux. Les médias posaient des questions. Elle avait besoin d'un bouc émissaire et Lucas était pratique. Elle commença à croire que peut-être il utilisait Marguerite, que peut-être tout était un montage pour extraire de l'argent d'une femme vulnérable. Bertrand émit un ultimatum. Résiliez le contrat avec Moreau, prenez publiquement vos distances ou nous le ferons pour vous, et les retombées seront pires. En même temps, Lucas commença à remarquer des choses. Une voiture qui semblait le suivre chez lui, des appels raccrochent, puis la lettre de l'école d'Emma. Une plainte anonyme avait été déposée questionnant son aptitude comme parent, citant un emploi instable et des associations discutables. Lucas sentit la glace se répandre dans sa poitrine. Il s'en prenait à Emma. Son scénario cauchemardesque, la seule chose contre laquelle il ne pouvait se défendre seul. Un homme l'approcha à la sortie de l'école. Quelconque oubliable. Éloignez-vous de Marguerite Beaumont. Oubliez que vous l'avez rencontrée ou les plaintes empirent. Vous pourriez perdre la garde. Nous savons tous les deux que vous ne pouvez pas vous permettre un combat juridique. Cette nuit-là, Lucas ne put dormir. Il se tint à la porte de la chambre d'Emma, la regardant respirer, petite et paisible sous sa couverture. Il ferait n'importe quoi pour la protéger, n'importe quoi, même disparaître. Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Pas cette fois. Marguerite apprit les menaces par Alain, qui avait discrètement enquêté sur le tuyau anonyme qui avait tout déclenché. La piste menait à Corentin, bien que les preuves soient circonstancielles. Marguerite voulait aider Lucas, voulait utiliser ses ressources pour écraser quiconque le menaçait. Mais elle avait peur. Peur que son implication aggrave les choses, que les projecteurs qu'elle portait brûlent Lucas et Emma vifs. Pour la première fois de sa vie adulte, Marguerite ne savait pas quoi faire. Valérie porta le coup final. Elle entra dans le bureau de Marguerite tard un soir, portant un dossier que Marguerite reconnut immédiatement. Les anciens fichiers, ceux du 18e anniversaire. « Juste un rappel, » dit Valérie, sa voix plaisante et empoisonnée. « De qui tient vraiment les cartes ici? » Elle laissa le dossier sur le bureau et sortit. Marguerite l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des rapports d'incidents tapés sur du papier à en-tête ancien. Des témoignages, collectés dans le chaos de l'après-coup. Des analyses techniques, écrites dans le langage sec d'ingénieurs, essayant d'expliquer une défaillance catastrophique. L'incendie. Les défaillances d'évacuation qui avaient transformé les couloirs en pièges mortels. Le certificat de décès de Sophie, officiel et final, et insupportable à regarder même après toutes ces années. Et enfoui dans l'évaluation technique, dans une note de bas de page que quelqu'un avait très fort essayé de rendre oubliable. Un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qui maintenant se gravait dans sa vision. Lucas Moreau, ingénieur électricien junior, a émis des avertissements écrits formels concernant les défaillances critiques du système dans l'infrastructure électrique de l'installation. Recommandations soumises aux entrepreneurs superviseurs et à l'équipe de gestion de l'installation. Toutes les recommandations ignorées en raison de contraintes budgétaires et de pression de calendrier. Employé par la suite, licencié pour insubordination, en tentant de déposer des rapports auprès d'agences réglementaires externes. Qualification professionnelle suspendue, nom ajouté à la liste noire de l'industrie. Marguerite arrêta de respirer, les mots se troublèrent. Elle les relut, puis une troisième fois, chaque passage rendant la vérité plus incontournable et plus horrible. L'enquêteur qui avait géré l'affaire avait noté que Lucas avait été le bouc émissaire pour protéger les entrepreneurs et gestionnaires d'installations de niveau supérieur. Le vrai blâme reposait sur les coins coupés pendant la construction, avec des inspecteurs soudoyés pour signer des travaux de qualité inférieure, avec une chaîne de décision qui privilégiait le profit sur la sécurité. Lucas avait essayé de l'arrêter et il l'avait détruit pour cela.
Marguerite resta assise dans l'obscurité, le dossier ouvert devant elle, et réalisa le poids complet de ce qu'elle avait fait. Pas intentionnellement, pas directement, mais l'événement de sa famille, son anniversaire, avait été le catalyseur de la ruine de Lucas, de la mort de Claire, de tout ce qu'il avait perdu. Elle le trouva le lendemain matin dans un café près de son appartement. Il attendait le bus scolaire d'Emma, sirotant une tasse qui avait refroidi. « Je sais qui vous êtes », dit Marguerite doucement, se glissant sur le siège en face de lui. Lucas leva les yeux, vit le dossier, comprit. « C'était vous? Il y a 20 ans, l'incendie de l'hôtel Sterling. » Il ne le nia pas. « Je les avais prévenus. Personne n'a écouté. » La voix de Marguerite se brisa. « Sophie est morte cette nuit-là. Elle avait 12 ans. » L'expression de Lucas changea, la douleur se mélangeant avec une ancienne colère. Et ma femme Emma Mess est morte 2 ans plus tard pendant que je me battais pour laver mon nom. Pendant que j'étais trop fauché et trop distrait pour remarquer que le câblage de notre appartement était défaillant. Pendant que j'étais si enterré dans les batailles juridiques que je ne pouvais pas protéger ma propre famille. Ils restèrent assis en silence. Le poids du chagrin partagé, des destins emmêlés s'installa entre eux. « Je ne suis pas venu ici pour me venger », dit finalement Lucas. « Je suis venu à votre penthouse parce que j'avais besoin de l'argent. Je suis resté parce qu'Emma vous aime bien. Mais je ne peux pas laisser ce monde, votre monde, détruire ce qui reste de ma vie. »« Ne partez pas, » dit Marguerite. « Alors ils gagnent, Corentin, Bertrand, tous ceux qui nous utilisent comme des pions sur leur échiquier. » Lucas la regarda, vraiment regarda. « Qu'est-ce que vous attendez de moi? » « La vérité, c'est tout. J'assumerai les conséquences. Je perdrai l'entreprise, la réputation, tout. Mais j'ai besoin que vous disiez la vérité sur ce qui s'est passé. Pas pour moi, pour Sophie, pour Claire, pour tous ceux qu'ils ont réduits au silence. » Cette nuit-là, Marguerite fit un choix. Elle se dresserait publiquement avec Lucas et laisserait les morceaux tomber où il voudrait. Mais elle avait besoin d'une stratégie. Elle attira Henri, l'avocat interne, dans sa confidence. Il avait peur, mais il était aussi décent. Ensemble, ils construisirent une affaire, pas seulement contre Corentin, mais contre tout le système qui avait permis la dissimulation. Alain, étonnamment, offrit son aide. « Je suis les règles, dit-il, mais je ne suis pas les lâches. Si vous faites vraiment ça, je suis dedans. » Julien, le journaliste, reçut un message inhabituel. Une invitation à une interview exclusive hors record avec quelqu'un qui avait des informations sur l'incendie de l'hôtel Sterling. Il mordit à l'hameçon. Le plan était risqué. Corentin devait être attiré, poussé à confesser son implication, et la seule façon de faire ça était de lui faire croire qu'il avait déjà gagné. Henri arrangea une réunion, ostensiblement pour que Lucas signe un accord de non-divulgation et accepte un règlement en échange de son silence. Corentin, sentant le sang, insista pour assister personnellement, incapable de résister à la chance d'assister à la chute de Marguerite de première main. La rencontre eut lieu dans une salle de conférence neutre. Lucas était assis en face de Corentin, Valérie et Bertrand. Marguerite était ostensiblement absente, supposément trop honteuse pour faire face à la situation. Corentin glissa les papiers sur la table. « Signez ça. Prenez l'argent, disparaissez. Tout le monde y gagne. »« Vous avez vraiment orchestré tout ça, n'est-ce pas? » demanda Lucas. « La panne électrique à l'installation, les plaintes anonymes sur ma fille, juste pour blesser Marguerite. » Corentin sourit. « Je n'ai rien orchestré, j'ai simplement facilité les conséquences. Marguerite aurait dû être plus prudente sur ses fréquentations. »« Et il y a 20 ans, demanda Lucas. Bertrand se raidit. « Ce n'est pas pertinent pour cette discussion. »« C'est complètement pertinent, dit Lucas, parce que vous étiez au conseil alors aussi, n'est-ce pas? Vous saviez que l'installation n'était pas aux normes. Vous saviez que les systèmes électriques étaient un compromis. Et quand je l'ai signalé, vous m'avez fait virer et mettre sur liste noire pour protéger les contrats de construction.
Valérie se leva. Cette réunion est terminée. L'est-elle? Lucas désigna le coin de la pièce où une caméra de sécurité clignotait silencieusement. Alain l'avait installée 2 jours plus tôt. Complètement légal, complètement documenté. Le sourire de Corentin s'évanouit. L'enregistrement captura tout. L'admission implicite, les menaces, la conspiration pour supprimer les preuves et détruire quiconque défiait le récit. Julien publia l'histoire le lendemain. Pas un article à sensation, mais une enquête soigneusement recherchée qui établissait les connexions entre l'incendie original, la dissimulation, l'intimidation continue et la tentative de Corentin d'utiliser la tragédie pour une prise de contrôle corporative. La réunion des actionnaires fut un chaos. Bertrand et Valérie se précipitèrent pour prendre leur distance. Corentin fit face à une action en justice immédiate, à la fois civile et pénale. Le commissaire Georges, qui avait discrètement revu les anciens dossiers de l'affaire à la demande de Marguerite, annonça une réouverture formelle de l'enquête sur l'incendie de l'hôtel Sterling et les accidents subséquents qui avaient coûté la vie à Claire. Marguerite se tint au podium face à une salle pleine d'investisseurs, de journalistes et d'avocats. Elle fit quelque chose qu'aucun PDG dans sa position n'était censé faire. Elle dit la vérité. Il y a 20 ans, commença Marguerite devant l'assemblée stupéfaite. Une jeune fille nommée Sophie est morte lors d'un événement organisé par ma famille. Les systèmes qui auraient dû la protéger ont échoué parce que des gens au pouvoir ont choisi le profit plutôt que la sécurité. Sa voix porta dans le silence lourd de la salle de conférence. Un bon ingénieur nommé Lucas Moreau avait essayé de l'empêcher et fut détruit pour avoir osé parler. Je me tiens ici aujourd'hui parce que je refuse de laisser ce schéma continuer. Elle sortit le dossier historique de son porte-document. Je libère tous les fichiers internes relatifs à l'incident. J'établis un comité de supervision indépendant et je démissionne de mon poste de PDG avec effet immédiat. La salle explosa, mais Marguerite n'avait pas fini. J'établis également une fondation au nom de Sophie, dédiée aux normes de sécurité électrique et à la protection des lanceurs d'alerte. Lucas Moreau en sera le directeur technique. Et quiconque a un problème avec ça peut me poursuivre personnellement. Je serai facile à trouver. Elle quitta la scène. Pas de garde du corps, pas de sortie préparée. Juste une femme qui avait finalement arrêté de fuir la vérité. Le coup fut réel. Marguerite perdit le poste de PDG. Sa réputation prit des coups de toutes les directions. Certains l'appelaient courageuse, d'autres la traitaient d'imprudente. Lucas fut innocenté publiquement et complètement. Ses qualifications d'ingénieur furent rétablies. Les offres d'emploi affluèrent, mais il prit le poste avec la fondation de Marguerite parce que ça comptait, parce que ça signifiait quelque chose. 6 mois plus tard, l'anniversaire de Marguerite n'avait plus lieu dans un penthouse, plus de comptoir de marbre ou de gâteau de designer. Juste un petit appartement, chaleureux et vécu, rempli de l'odeur du dîner fait maison. Emma avait insisté pour faire le gâteau elle-même. Il était de travers, le glaçage inégal, les bougies plantées selon des angles bizarres. Il était parfait. Marguerite se tenait sur le seuil, hésitante. « Je ne veux pas m'imposer. Je sais que vous avez vos propres traditions. » Emma lui prit la main. « Ne partez pas, c'est votre anniversaire. Vous êtes censé être ici. » Lucas croisa le regard de Marguerite à travers la petite cuisine. La lassitude s'était adoucie. Pas disparue, mais adoucie. « Si vous voulez rester. » Marguerite s'assit. Emma alluma les bougies avec une concentration solennelle. Ils chantèrent faux. Le gâteau était trop sucré et légèrement brûlé d'un côté. C'était le meilleur anniversaire que Marguerite avait jamais eu. Plus tard, après qu'Emma soit allée au lit, Lucas et Marguerite se tinrent sur le petit balcon regardant les lumières de la ville. « Merci, dit Marguerite, de m'avoir donné une chance de réparer ça. » Lucas resta silencieux un long moment. Claire avait l'habitude de dire que la chose la plus difficile quand on perd quelqu'un, ce n'est pas le chagrin.
c'est de se demander si on sera jamais entier à nouveau. Si on trouvera jamais des gens qui voient les parties cassées et ne s'en vont pas. Vous ne vous êtes pas enfuis, dit Marguerite. Vous non plus. Ils restèrent ensemble dans le froid. Deux personnes qui avaient été creusées par la même chaîne de tragédie, qui s'étaient trouvées dans les décombres et avaient choisi, contre toute attente, de rester. La fondation fut lancée 3 mois plus tard. Lucas forma une équipe de jeunes ingénieurs, leur enseignant non seulement comment réparer les systèmes, mais comment se dresser quand quelque chose n'allait pas. Marguerite travaillait discrètement dans l'ombre, exploitant ses connexions restantes pour pousser la législation, financer la recherche, s'assurer que la mort de Sophie et la mort de Claire signifiaient quelque chose. Emma commença à l'appeler Marguerite par son prénom au lieu de la dame du gâteau. Petite victoire. Le monde ne se transforma pas du jour au lendemain. Le procès de Corentin traîna. Certains membres du conseil chez Beaumont Industries échappèrent aux conséquences par des manœuvres légales. L'injustice ne s'évapora pas juste parce que 2 personnes avaient décidé de la combattre. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de petit et d'entêté et de réel. À l'anniversaire de l'incendie, Marguerite et Lucas visitèrent ensemble la tombe de Sophie. Ils n'apportèrent pas de fleurs. Ils apportèrent une photo encadrée de la première promotion de la fondation, de jeunes ingénieurs tenant des certificats, souriant. « Elle aurait aimé ça », dit Marguerite. Lucas hocha la tête. Ils restèrent dans le calme, honorant les morts en refusant de laisser leur décès être dénué de sens. Les mois se transformèrent en années. La fondation grandit. L'appartement de Lucas devint un lieu de rassemblement, exigu et chaotique, rempli du genre de bruit qui vient des gens qui ont choisi d'être là. Emma prospéra. Ses yeux vifs et ses questions encore plus vives trouvèrent un endroit sûr pour exister. Marguerite apprit comment faire partie de quelque chose au lieu de tout contrôler. Elle apprit comment s'asseoir à une table à dîner sans analyser les dynamiques de pouvoir. Elle apprit comment rire aux blagues terribles d'Emma et comment aider avec les devoirs et comment exister dans un espace où la vulnérabilité n'était pas de la faiblesse. Et Lucas apprit lentement que tout le monde avec de l'argent n'était pas une menace, que certains murs pouvaient descendre sans que toute la structure s'effondre. Un soir, Emma posa une question qui mijotait depuis des mois. « Est-ce que vous et papa allez vous marier? » Marguerite s'étrangla avec son café. Lucas se figea à mi-phrase. Emma regarda entre eux, totalement sérieuse. « Parce que si c'est le cas, j'ai besoin de savoir. Je suis censée être demoiselle d'honneur, et j'ai besoin de m'entraîner. » Il n'avait pas de réponse. Pas encore. Mais la question n'était plus effrayante. C'était juste une autre possibilité dans un futur qui avait arrêté de sembler prédéterminé. Au prochain anniversaire de Marguerite, ils étaient prêts. Pas de surprise, pas de grands gestes, juste eux 3 autour d'un gâteau qu'Emma avait insisté pour décorer avec beaucoup trop de bougies. « Fais un vœu », ordonna Emma. Marguerite regarda la petite famille imparfaite rassemblée autour de sa table de cuisine. Lucas, qui avait survécu à l'enfer, avait choisi le pardon plutôt que l'amertume. Emma, qui avait transformé la solitude en invitation. Elle ferma les yeux, mais ne souhaita rien. Elle avait déjà ce dont elle avait besoin. Et quand Lucas dit doucement « Vous n'êtes pas obligé de partir si vous ne voulez pas », Marguerite comprit que les mots signifiaient quelque chose de différent maintenant. Pas une supplication née du désespoir, mais un choix de construire quelque chose de nouveau, à partir des cendres de ce qu'ils avaient perdu. D'honorer les morts en vivant pleinement. De rester quand il serait plus facile de partir. 1 an plus tard, l'appartement de Lucas avait été transformé. Pas rénové, il n'avait pas les moyens pour ça, mais transformé par la présence constante de Marguerite. Ses livres se mélangèrent aux manuels techniques de Lucas. Ses vêtements occupèrent la moitié de l'armoire. Ses photos de Sophie rejoignirent celles de Claire sur le manteau. Emma avait gagné une seconde maman sans perdre le souvenir de la première.
La Fondation Sophie Claire, Emma avait insisté pour le nom composé, avait formé sa première promotion d'ingénieurs lanceurs d'alerte. 12 jeunes professionnels, hommes et femmes, qui apprenaient non seulement la technique, mais aussi le courage de dire non quand c'était nécessaire. Lucas dirigeait la formation technique. Marguerite gérait les relations institutionnelles et le financement. Ensemble, ils avaient créé quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs. Un centre de formation où l'intégrité comptait autant que la compétence. Le procès de Corentin s'était finalement conclu. 5 ans de prison ferme pour sabotage et chantage. Bertrand et Valérie avaient négocié des peines avec sursis en échange de leurs témoignages, mais ils étaient finis dans le secteur. Beaumont Industries avait été racheté par un consortium éthique. Les nouveaux propriétaires avaient gardé tous les employés et réorienté l'entreprise vers l'hôtellerie durable. La justice n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Un dimanche matin de printemps, Emma fit une annonce pendant le petit déjeuner. « J'ai réfléchi », dit-elle avec le sérieux d'une enfant de 8 ans qui a pris une décision importante. « Je pense que Marguerite devrait officiellement être ma deuxième maman. » Lucas et Marguerite échangèrent un regard par-dessus la table. Ils n'avaient jamais officiellement défini leur relation. Ils vivaient ensemble, travaillaient ensemble, élevaient Emma ensemble, mais sans étiquette formelle. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ?» demanda Lucas. « Je veux dire qu'elle habite ici, qu'elle m'aide avec mes devoirs, qu'elle me raconte des histoires le soir et qu'elle pleure quand je suis malade. C'est ce que font les mamans. » Emma regarda Marguerite. « Et vous m'aimez comme papa m'aime, non? » Marguerite sentit sa gorge se serrer. « Oui, Emma, je t'aime exactement comme ça. » « Alors vous devez vous marier, c'est logique. » La logique d'enfant, simple et implacable. Lucas prit la main de Marguerite. « Qu'est-ce que tu en penses? » « Je pense qu'Emma a raison, c'est logique. » Ils se marièrent 6 mois plus tard, par un après-midi d'automne, dans le petit parc près de chez eux. Pas de grande cérémonie, pas de liste d'invités prestigieuses, juste leurs collègues de la Fondation, quelques amis du quartier, et Emma en robe rose qui distribua les alliances avec une fierté solennelle. Le maire du 20e arrondissement les maria sous un platane centenaire. Marguerite portait une robe crème simple, Lucas son costume du dimanche. Emma avait insisté pour prendre les photos avec l'appareil jetable qu'elle avait acheté avec son argent de poche. « Maintenant, on est une vraie famille », déclara Emma quand les papiers furent signés. « On était déjà une vraie famille », dit Lucas. « Maintenant, c'est juste officiel. » La réception eut lieu dans leur appartement. Gâteau fait maison, playlist créée par Emma, discours improvisé dans le salon exigu. Marie, l'une des premières diplômées de la Fondation, prit la parole. « Lucas et Marguerite nous ont appris que la vraie force, c'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres pour se relever. » Elle leva son verre de champagne, jus de pomme pour Emma. À la famille Moreau-Beaumont, preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Cette nuit-là, quand Emma fut endormie et que les derniers invités furent partis, Lucas et Marguerite restèrent sur leur balcon, regardant Paris s'illuminer. « Tu regrettes ?» demanda Lucas. « La vie d'avant, le pouvoir, l'empire ?» Marguerite réfléchit honnêtement. « Parfois, je regrette l'efficacité. Quand il faut attendre 3 semaines pour un rendez-vous ministériel au lieu de décrocher le téléphone et obtenir ce qu'on veut immédiatement. » Elle sourit. « Mais non, je ne regrette pas. Cette vie, elle a un sens. Elle a du poids réel. » Et Emma, tu ne regrettes pas de ne pas avoir eu tes propres enfants? Emma est mon propre enfant, pas biologiquement, mais dans tous les sens qui comptent. Lucas l'attira contre lui. Claire aurait aimé ça, tu sais. Elle voulait qu'Emma ait une mère qui la comprendrait vraiment. Tu penses qu'elle nous voit? Emma dit que oui, et Emma a raison sur beaucoup de choses. Ils restèrent silencieux, écoutant les bruits de la ville, sentant le poids satisfaisant d'une journée bien vécue. « Lucas, dit Marguerite. « Mais
Merci de ne pas avoir dit non ce soir-là, quand j'ai supplié que tu ne partes pas. Merci de ne pas avoir dit non quand j'ai proposé qu'on reste. Le lendemain, Emma leur apporta le petit déjeuner au lit, tartines brûlées et café trop faible qu'elle avait préparé seule pendant qu'ils dormaient. Première mission en tant que famille officielle, annonça-t-elle. Manger mon petit déjeuner et dire que c'est délicieux. Lucas et Marguerite échangèrent un regard complice. C'est délicieux, dirent-ils en chœur, croûtant courageusement les tartines carbonisées. Emma rayonna. Je savais que vous diriez ça. C'est ce que font les familles. Elle avait raison. 5 ans après leur mariage, la Fondation Sophie Claire était devenue une référence européenne. Basée maintenant dans un ancien entrepôt rénové de Belleville, elle formait chaque année 50 ingénieurs aux normes de sécurité et à l'éthique professionnelle. Emma, maintenant âgée de 13 ans, y passait tous ses mercredis après-midi. Elle aidait à l'accueil, organisait les dossiers et posait des questions techniques qui surprenaient souvent les stagiaires par leur précision. Elle sera ingénieure, prédisait Lucas, en la regardant expliquer les circuits électriques à un groupe d'adultes 2 fois plus grand qu'elle. Ou avocate, ajoutait Marguerite. Elle aime trop argumenter pour se contenter des mathématiques. Pourquoi pas les deux, disait Emma. J'ai du temps. L'appartement de Belleville était devenu trop petit. Il cherchait quelque chose de plus grand, mais dans le même quartier. Emma refusait de changer d'école et ils avaient leurs habitudes. La boulangerie de M. Chen au coin de la rue, le petit parc où Emma avait appris à faire du vélo, le café où Lucas lisait le journal le dimanche matin. On pourrait acheter quelque chose de plus chic, avait suggéré Marguerite un jour. J'ai encore des économies. Pourquoi faire? Avait répondu Lucas. On est bien ici. Il avait raison. Ils étaient bien. Un matin de janvier, Emma fit une découverte en rangeant les archives de la Fondation. Au fond d'un carton, elle trouva une chemise marquée « Correspondance privée, Marguerite Beaumont 2019 ». À l'intérieur, des centaines de lettres, des familles de victimes d'accidents industriels, des ingénieurs licenciés pour avoir signalé des défauts, des journalistes enquêtant sur des corruptions. Tous écrivaient à Marguerite après la création de la Fondation. Emma lut quelques lettres, puis vint trouver Marguerite dans son bureau. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tant de gens t'écrivaient? » Marguerite leva les yeux de son ordinateur. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Emma posa la chemise sur le bureau. « Tous ces gens qui te demandent de l'aide, tu réponds à toutes les lettres? » « J'essaie. » Même celles où les gens n'ont pas d'argent, surtout celles-là. Emma hocha la tête, comme si ça confirmait quelque chose qu'elle suspectait. C'est pour ça que papa t'aime. Tu es riche, mais tu n'es pas méchante. Ton papa m'aime pour beaucoup de raisons, j'espère. Oui, mais celle-là, c'est la plus importante. Il dit toujours que l'argent révèle qui on est vraiment. Toi, l'argent t'a rendue généreuse. Cette conversation resta dans l'esprit de Marguerite. Ce soir-là, elle en parla à Lucas. Tu crois qu'Emma comprend vraiment ce qu'on fait? Pourquoi c'est important? Elle comprend l'essentiel. Qu'il faut aider les gens. Qu'il faut dire la vérité même quand c'est dur. Qu'il faut se battre pour ce qui est juste. Et toi, tu ne regrettes jamais cette vie? Pas de voyages exotiques, pas de restaurants étoilés, pas de voitures de luxe? Lucas sourit. Marguerite, j'ai grandi dans une famille ouvrière à Aubervilliers. Ma plus grande ambition, c'était d'avoir un travail stable et une fille heureuse. Maintenant, j'ai ça. Plus une femme extraordinaire et un travail qui compte. Je ne pourrais pas demander mieux. Il la prit dans ses bras. Et toi, tu ne regrettes pas les conseils d'administration, les décisions importantes, le pouvoir de changer les choses à grande échelle? On change les choses à grande échelle, juste différemment, une personne à la fois. 1 an plus tard, Emma entra au lycée. Elle choisit la filière scientifique, option génie civil. Pour continuer le travail, expliqua-t-elle simplement. À 14 ans, elle participait déjà aux conférences de la Fondation, traduisant les concepts techniques pour les lycéens venus en visite.
Elle a le don, disait Marie, maintenant responsable de la formation, comme son père pour la technique, comme sa mère pour la persuasion. Un journaliste du Monde vint faire un reportage sur la fondation. Il interviewa Lucas et Marguerite, puis demanda à parler à Emma. « Qu'est-ce que ça fait d'être la fille d'un héros et d'une ancienne PDG milliardaire? » Emma réfléchit sérieusement. « Papa n'est pas un héros. Il fait juste son travail correctement. Et maman n'est pas une ancienne PDG. Elle est juste ma maman. Mais ils ont changé des lois, sauvé des vies. Oui, parce qu'ils se sont trouvés au bon moment. Maman était triste et est seule. Papa avait besoin d'aide. Ils se sont aidés mutuellement. Et maintenant, ils aident d'autres gens. C'est tout? C'est énorme, mais oui, c'est simple. » L'article parut avec ce titre. « La simplicité du courage, selon Emma Moreau-Beaumont, 14 ans. » Ce soir-là, pendant le dîner, Emma lut l'article à voix haute. Emma Moreau-Beaumont incarne la nouvelle génération d'enfants élevés dans l'éthique de l'engagement social. À 14 ans, elle maîtrise déjà les enjeux de sécurité industrielle et rêve de devenir ingénieure-avocate pour, dit-elle, réparer les choses cassées et punir ceux qui les cassent. Emma leva les yeux. Ingénieure-avocate, c'est pas mal comme titre, non? Lucas et Marguerite éclatèrent de rire. Tu as le temps de changer d'avis, dit Marguerite. Non, j'ai décidé. Je veux être comme vous, mais en mieux. Comment ça, en mieux? Demanda Lucas, faussement vexé. Vous avez réparé vos erreurs. Moi, je veux empêcher qu'elles se produisent. Cette nuit-là, quand Emma fut couchée, Lucas et Marguerite restèrent longtemps à table, finissant la bouteille de vin ouverte pour fêter l'article. Elle va nous dépasser, dit Marguerite. Dans 10 ans, elle nous donnera des leçons de morale. Tant mieux. C'est le but, non? Que la génération suivante soit meilleure que nous. Tu crois qu'on a réussi? Comme parents. Lucas regarda vers la chambre d'Emma, d'où sortait encore un ray de lumière. Elle lisait probablement, cachée sous sa couverture. Elle est intelligente, généreuse, courageuse, et elle a des principes. Oui, je pense qu'on a réussi. Marguerite sourit. Sophie aurait été fière. Claire aussi. Ils levèrent leur verre vers les photos sur le manteau. Sophie et Claire présentes dans leur cœur, dans leur travail, dans l'éducation qu'ils donnaient à Emma. « À nos filles, dit Lucas. Toutes les trois. »« Toutes les trois, répéta Marguerite. Et dans l'appartement de Belleville, sous les photos de femmes disparues trop tôt, une famille reconstruite sur les cendres de la tragédie célébrait discrètement la plus belle des victoires. Avoir transformé la douleur en amour, la perte en legs, la fin en nouveau commencement. 10 ans plus tard, Emma Moreau-Beaumont, 24 ans, diplômée de Polytechnique en génie civil et de Sciences Po en droit public, prononça le discours d'ouverture de la première université européenne d'éthique industrielle. Le campus, construit sur l'ancien site de l'hôtel Sterling, où Sophie avait perdu la vie, accueillait 500 étudiants de 15 pays différents. Une plaque commémorative dans le hall d'entrée portait 2 noms, à la mémoire de Sophie Beaumont, 1992-2004, et Claire Moreau, 1941-2017, dont la mort a inspiré cette institution dédiée à la vie. Lucas, maintenant 56 ans, dirigeait le département technique. Ses cheveux avaient blanchi, mais ses mains restaient sûres, sa voix claire quand il enseignait les règles de sécurité aux futurs ingénieurs. Marguerite, 58 ans, présidait le conseil d'administration de l'université. Elle n'était plus la femme de glace d'autrefois, mais elle n'avait rien perdu de son autorité naturelle, juste appris à l'utiliser différemment. « Mesdames et messieurs, commença Emma face à l'amphithéâtre bondé, mes parents m'ont appris que les tragédies nous donnent 2 choix, devenir amères ou devenir meilleurs. » Sa voix portait l'assurance de quelqu'un qui a grandi dans l'éthique et la conviction. Cette université existe parce qu'ils ont choisi de devenir meilleurs, parce qu'ils ont transformé leur douleur en action, leur colère en justice, leur solitude en solidarité. Dans la salle, Lucas et Marguerite se tenaient la main, émus de voir leur fille devenue cette femme accomplie qui perpétuait leur combat. Nous ne sommes pas ici pour former seulement des ingénieurs ou des avocats. Nous sommes ici pour former des citoyens qui savent que la compétence technique sans conscience morale mène à la catastrophe.
Emma marqua une pause, regarda vers ses parents. Il y a 25 ans, un jeune ingénieur nommé Lucas Moreau a essayé d'empêcher une tragédie. On l'a brisé pour ça. Il y a 20 ans, une jeune femme nommée Marguerite Beaumont a découvert que son bonheur était bâti sur la souffrance d'autres. Elle a tout abandonné pour réparer. Elle sourit. Aujourd'hui, leurs étudiants travaillent dans 30 pays. Les normes qu'ils ont contribué à écrire sauvent des milliers de vies chaque année. La fondation qu'ils ont créée a formé plus de 1000 lanceurs d'alerte. Applaudissements nourris. Dans l'assistance d'anciens étudiants de la Fondation, devenus ingénieurs, avocats, inspecteurs, journalistes. Tous unis par la même conviction que l'expertise technique doit servir l'intérêt général. Mais leur plus grand succès, continua Emma, c'est d'avoir prouvé qu'on peut reconstruire une famille sur les ruines de la tragédie. Qu'on peut transformer l'isolement en amour, la méfiance en confiance, le désespoir en espoir. Elle regarda directement vers Lucas et Marguerite. « Papa, maman, vous m'avez appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le choix de rester quand tout vous pousse à fuir, de tendre la main quand vous avez mal, de dire la vérité quand le mensonge serait plus facile. » Marguerite essuya discrètement ses yeux. Lucas serra sa main plus fort. « Cette université, cette nouvelle génération d'étudiants, c'est votre héritage. Mais c'est aussi votre cadeau. À Sophie, à Claire, à tous ceux qui ne sont plus là pour voir le monde devenir meilleur grâce à leur sacrifice. » Standing ovation. Toute la salle debout, applaudissant cette jeune femme qui incarnait l'espoir né de la tragédie. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent tous les trois dans le petit jardin commémoratif, là où une fontaine murmurait doucement entre les rosiers blancs plantés en mémoire de Sophie et Claire. « Je suis fière de toi, » dit Marguerite en embrassant Emma, « de ce que tu es devenue, de ce que tu construis. Je suis fière de vous aussi, de ce que vous avez survécu, de ce que vous avez créé ensemble. » Lucas les entoura de ses bras. Groupe hug familial, comme dirait Emma Petite. Ils rirent, se serrèrent, 3 générations réunies dans l'amour et l'engagement. « Vous savez ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit Emma. « Quand j'ai vu tous ces étudiants, tous ces projets, toute cette énergie? »« Quoi ?» demandèrent Lucas et Marguerite ensemble. « Que Sophie et Claire ne sont pas vraiment mortes. Elles vivent dans chaque vie sauvée par nos normes, dans chaque injustice corrigée par nos étudiants, dans chaque famille qui reste entière grâce à notre travail. » Marguerite ferma les yeux, sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. « Tu as raison. Elles vivent. » Ce soir-là, de retour dans leur appartement de Belleville, ils avaient finalement déménagé dans un 5 pièces au dernier étage, mais dans la même rue, et ils dînèrent tous les 3 comme ils l'avaient fait des milliers de fois. Emma raconta sa journée à l'université, ses projets de recherche sur les nouvelles technologies de sécurité. Lucas parla de ses étudiants, de leurs progrès, de leurs questions. Marguerite évoqua les partenariats internationaux en cours, les financements obtenus, les obstacles surmontés, conversation ordinaire d'une famille ordinaire, sauf qu'elle n'était pas ordinaire. Elle était extraordinaire dans sa simplicité, précieuse dans sa normalité, miraculeuse dans son existence même. Vers 22 heures, Emma partit rejoindre ses amis. « Date limite à minuit !» cria-t-elle en dévalant les escaliers. « Minuit et quart !» répondit Lucas. « Papa, j'ai 24 ans. Dans cette maison, tu as 12 ans jusqu'à tes 30 ans. » Rire d'Emma qui résonnait dans la cage d'escalier. Lucas et Marguerite restèrent sur leur balcon, regardant les lumières de Paris. 20 ans après leur première rencontre, 15 ans après leur mariage, ils découvraient encore de nouvelles facettes l'un de l'autre. « Des regrets, hein ?» demanda Marguerite, question rituelle qu'il se posait parfois. « Un seul, tu oui, ça savait qui est tout, un seul, dit lequel. »« Lequel ?» J'aurais aimé que Claire rencontre Emma adulte, qu'elle voie la femme qu'elle est devenue. Elle la voit, j'en suis sûr. Et toi, des regrets? Un seul aussi. J'aurais aimé que Sophie grandisse avec Emma, qu'elle soit sœur pour de vrai.
Elles le sont, dans nos cœurs, dans notre mémoire, dans tout ce qu'on transmet à Emma. Ils restèrent silencieux, écoutant Paris vivre autour d'eux. Sirènes au loin, conversation des terrasses, musique filtrée par les fenêtres ouvertes. Lucas. Tu te souviens de ce que tu as dit le premier soir, quand j'ai supplié que tu ne partes pas? Pas exactement. Tu as dit qu'il fallait rester, que c'est là que commence la guérison. Et tu avais raison. On a guéri, tous les trois. On a construit quelque chose de beau sur quelque chose de cassé. Lucas l'attira contre lui. On continue de guérir, chaque jour. C'est ça l'amour. C'est ça la famille. C'est ça la vie qui vaut la peine. Emma rentra à minuit pile, trouva ses parents endormis sur le canapé, blottis l'un contre l'autre devant un film qu'ils n'avaient pas fini de regarder. Elle les couvrit avec le plaid du fauteuil, éteignit la télé et alla se coucher en souriant. Dans l'appartement de Belleville, sous les étoiles de Paris, une famille née de la tragédie dormait paisiblement, unie par l'amour plus fort que la perte, par l'espoir plus grand que la peur, par la certitude que parfois, les fins les plus heureuses naissent des commencements les plus douloureux. Et quelque part, Sophie et Claire veillaient sur eux, fiers de voir que leur mort n'avait pas été vaine, que leur mémoire vivait dans chaque geste d'amour, dans chaque acte de courage, dans chaque choix de rester quand il aurait été plus facile de partir. Avant que vous quittiez cette vidéo, laissez-moi vous dire quelque chose. Mon père m'avait dit que les histoires comme celle-ci n'importent plus, que personne ne s'intéresse aux vraies relations de confiance et de courage. Mais je pense qu'il avait tort. Si vous croyez que les histoires de personnes qui s'entraident quand elles tombent ont encore de l'importance, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. De quel moment de votre vie vous a appris le pouvoir de rester quand il aurait été plus facile de partir? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je lis tout le monde et vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui.